Bonjour Denis Colin, merci d'être à nouveau parmi nous. L'année dernière, nous avions parlé de Marx. Cette année, nous abordons une question également très ample, où nous reparlerons de Marx d'ailleurs. Tu viens de publier chez Max Milo un livre qui s'intitule Devenir des machines, 400 ans de combat entre l'homme et la machine. Donc, nous voici au cœur d'une actualité extrêmement dense. Je vais te demander de présenter rapidement ce livre et ensuite, si tu le veux bien, tu répondras à nos questions. Eh ben, merci Bertrand. D'ailleurs, donc ça fait presque un quart de siècle qu'on se voit régulièrement. J'étais venu pour la première fois présenter avec Jacques Cotta l'illusion plurielle. Voilà déjà 24 ans, si je ne m'abuse. 23 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, donc je te remercie de m'avoir à nouveau invité pour parler de ce livre. Euh, alors ce livre, on pourrait le présenter tout simplement en disant que aujourd'hui on est confronté à une vague d'euphorie technologique tout à fait étonnante, hein. L'intelligence artificielle est en train de tout submerger. On nous en promet monts et merveilles. Euh, Notre président de la République a même réuni une espèce de sommet sur l'intelligence artificielle. Il paraît qu'on va investir des sommes phénoménales là-dedans. J'ai entendu même que il y a un accord signé avec les Émirats arabes unis pour faire en France des usines à intelligence artificielle, puisque tout ça, c'est de la machine derrière. J'ai entendu parler d'un projet de 1200 hectares. 1200 hectares, c'est le territoire de ma petite commune, plus celui de la commune d'à côté. Ça fait beaucoup quand même. Euh, et 1200 hectares, ça veut dire qu'une consommation électrique fabuleuse. J'avais aussi entendu le chiffre de 1 gigawatt. Parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle, ça consomme de l'électricité massivement, hein. Voilà. On a même parlé que le réseau électrique est-américain était en danger par les requêtes envoyées à ChatGPT. Bon, voilà. Alors, c'est quoi cette vague sur l'intelligence artificielle? Alors, ça pourrait être une bulle spéculative, parce que on a déjà vu ça euh, en 2000-2002. On a eu une folie Internet. Les gens ne trouvaient plus assez de place pour se réunir, pour investir dans de nouveaux services. Et puis, ben, comme ça arrive souvent aux bulles, c'est que les bulles, elles explosent et disparaissent sans laisser de traces. Euh, Comme l'avait fait déjà la célèbre bulle sur la tulipe hollandaise au XVIIe siècle. Voilà, alors ça pourrait être ça, hein, c'est pas à exclure du tout. Euh, Ça pourrait aussi rentrer dans le cadre de ce que Jacques Ellul appelle le bluff technologique. Voilà. Bluff technologique, c'est quoi le bluff technologique? C'est que on promet beaucoup plus qu'on ne tiendra. La technologie ne tient rarement ses promesses, en vérité, quand on y regarde de plus près. Par exemple, on pourrait prendre en détail les augmentations de productivité du travail qui sont annoncées dans tel ou tel secteur grâce à la technologie. Et si on compte le travail qu'il a fallu pour produire ces technologies, on n'est plus très sûr qu'il y ait eu une véritable augmentation de la productivité du travail. Bon. Donc, bluff technologique, c'est possible. Euh, et Ellul, d'ailleurs, nous mettait en garde sur les illusions à l'égard de la technologie. Et je crois que c'est un auteur, d'ailleurs, qu'on devrait lire ou relire aujourd'hui. Et puis, il y a un autre aspect, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un nouveau pas en avant de la mécanisation des activités humaines. Au fond, depuis 400 ans, hein, parce que la mécanisation des activités, ça a 4 siècles en vérité, hein. Les Grecs, par exemple, ils n'étaient pas plus bêtes que les autres, mais ils ne trouvaient pas l'utilité de mécaniser comme ça. Si, pour faire quelques machines de guerre, construire un faux cheval pour y mettre des guerriers qui vont rentrer prendre proie, euh, ça c'était des machines, mais c'était des ruses. Ben, la machine, c'est son nom, c'est une ruse. Euh, mais là, il s'agit bien de remplacer les hommes par les machines, et c'est ce qu'on fait depuis 400 ans, hein, remplacer les hommes par les machines, et aussi, peut-être c'est le plus important et le plus grave, transformer les hommes en machines. Alors, euh,
voilà, on est devant ça. Et en particulier, on nous annonce que, j'entends Monsieur Alexandre, qui est le prophète attitré de tout ça, qui dit que l'intelligence des machines sera 10 000 fois supérieure à l'intelligence humaine. Je sais pas comment il mesure ça, hein. En tous les cas, là aussi, les promesses abondent, mais ce qu'on essaie de faire passer, c'est que ces machines vont être supérieures à l'esprit humain. Hein, un peu comme, évidemment, une pelle mécanique à moteur pour creuser une tranchée, ça va plus vite qu'un gars avec une pioche. Eh bien, les machines vont être infiniment supérieures à notre cerveau. On a déjà des tas d'exemples, hein, le célèbre ChatGPT, et puis de l'autre côté, les Chinois ont annoncé DeepSeek. Euh, voilà, toutes sortes de choses auxquelles nous pourrons demander tout ce qu'on veut. Par exemple, moi, mon logiciel de courrier me propose régulièrement de résumer les mails. Je reçois un mail, ça lui semble un peu long, hein, donc il propose un résumé. Donc c'est la machine qui va lire mon courrier. Et puis quand je crée un nouveau mail, on me propose aussi d'écrire le mail, d'écrire le brouillon. J'ai le droit de le corriger évidemment, mais d'écrire le brouillon. C'est-à-dire qu'en fait, la machine lit à ma place et va écrire à ma place. À terme, ça voudrait dire que les machines se parlent entre elles et que nous ne servons plus à rien du tout. Nous allons être éliminés. Euh, voilà. Alors, j'ai essayé de comprendre un peu tout ça, et pour comprendre tout ça, je suis reparti de mon auteur préféré quand même, euh, qui est Karl Marx, et j'ai essayé de, de, de synthétiser deux aspects de la pensée de Marx. Le premier, c'est son analyse du capital et son analyse du machinisme. Et puis d'autre part, quelque chose qui à mon avis, est la chose à garder du matérialisme historique, c'est le fait que les catégories de la pensée, elles naissent socialement. Il y a des choses qui ne peuvent pas apparaître tant que la vie sociale n'a pas atteint un certain degré de développement. Et la catégorie de la pensée qui naît au XVIIe siècle, c'est la mécanique. C'est la mécanique. Et la mécanique, c'est le fait que les processus physiques sont des processus prédictibles parce qu'ils obéissent à des lois mathématiques. Si je connais les paramètres de mon système à un instant t, je peux prédire ce que sera le système à l'instant t plus 1, t plus 2, t plus 3. Alors, c'est un modèle qui a une grande influence puisque ce modèle va être celui de l'astronomie, de la mécanique céleste, et puis de la mécanique telle qu'elle va se développer au cours du XVIIe siècle, du XVIIIe, etc. Alors, mon idée, c'est d'essayer de ressaisir le mouvement qui commence au XVIIe siècle, et peut-être même avant, mais voilà, oui, on peut faire naître le capitalisme, je sais pas, au XIIIe, XIVe siècle, hein, et à ce moment-là, on le fait naître en Italie du Nord, hein, et pas du tout en Angleterre. Les Anglais se sont accaparés beaucoup de choses, la naissance du capitalisme, par exemple. Bon, euh, donc voilà. Comment ce mouvement commençait, je veux dire, au XVIIe siècle, ce mouvement est le mouvement du capital, et comment ce mouvement s'est lié avec la science nouvelle qui est la mécanique. Je pense que c'est les deux qui vont rentrer en symbiose et qui expliquent notre histoire des 4 derniers siècles. En très large part, hein, évidemment, il y a d'autres facteurs, pas retomber dans ces explications monofactorielles, mais voilà. Comment ce mouvement de la science d'un côté et du capital de l'autre se sont liés. Et le machinisme s'impose justement quand on peut commencer à penser le monde comme une mécanique, comme une mécanique. Et deuxième thèse que je vais soutenir, c'est que sans machinisme, il n'y a pas de capitalisme. J'ai trouvé cette formule, donc je suis assez content. Dans le capital, l'âme, c'est l'argent, et le corps, c'est la machine. Et je crois que les deux sont intimement unis, comme disait Descartes à propos de l'homme, union de l'âme et du corps. Et le machinisme, on peut réunir des gens sous un même commandement. Ça s'appelait une manufacture, par exemple. Et le capitalisme a souvent commencé comme ça, par des manufactures, dans lesquelles on réunit des gens qui ont des métiers à l'ancienne. En fait, il n'y a rien de changé, fondamentalement, sinon que les artisans indépendants deviennent des ouvriers avec un seul patron.
Mais fondamentalement, c'est encore qu'un capitalisme formel, un capitalisme abstrait, on va dire. Le capitalisme devient le capitalisme réel au moment où la machine fait son entrée et va permettre toute une série de choses que je vais essayer de détailler. Marx résume ça en disant on est passé, alors ça c'est, excusez la formulation, de la subsomption formelle à la subsomption réelle. La subsomption formelle, c'est-à-dire que le travailleur est au service de quelqu'un d'autre, puis c'est tout. Mais il n'est pas encore vraiment au service du capital. Il devient au service du capital quand il est devenu au service de la machine, qui est cette espèce d'incarnation du capital. Alors, à quoi ça sert une machine? Ça sert d'abord, en premier lieu, à pomper de la plus-value. La machine permet d'augmenter l'exploitation du travail et c'est un des moyens favoris des capitalistes pour combattre cette fameuse baisse tendancielle du taux de profit dont parle Marx. Et d'ailleurs, en la combattant, ils ne font que l'accélérer. Deuxièmement, une machine, ça fait quoi? Ça transforme du travail vivant en travail mort. Et une machine est elle-même du travail vivant, qui est devenu du travail mort, et du travail mort qui se dresse face au travailleur comme son ennemi. Troisièmement, les machines exproprient le travailleur de sa puissance personnelle. Voilà. L'artisan à l'ancienne, son savoir-faire fait que c'est lui qui commande les outils. Il est le maître. Alors, il peut avoir un maître au-dessus de lui, mais c'est lui qui commande les outils. Et il est donc, par rapport à la nature, dans une position de domination. Il est seigneur et maître, on va dire, l'artisan. L'ouvrier dans le système capitaliste n'a plus du tout la même position vis-à-vis de ses outils. Ce sont les outils qui se servent de lui. Il ne se sert plus des outils, il est le serviteur de ces outils. Et sa puissance personnelle, donc son savoir-faire, son intelligence, tout ce qui en fait un travailleur, elle est en quelque sorte expropriée, elle est passée dans la machine, dont il vient de serviteur. Et quatrième dimension, c'est que la machine, elle est l'expression de l'aliénation. J'ai commencé, pomper la plus-value, ça s'appelle exploitation, mais l'aliénation, c'est encore autre chose. Au fond, avec le machinisme, et Marx écrit des pages absolument magnifiques sur ce sujet dans le livre du Capital, c'est l'aliénation de la vie qui est la caractéristique la plus fondamentale du mode de production capitaliste. Voilà. Et cette aliénation de la vie, elle est au cœur de la critique que Marx fait du Capital. Alors évidemment, pour ramener à un livre dont on a parlé ici, que j'avais écrit dans le passé, le marxisme standard, cette aliénation de la vie dans la machine, c'est pas son problème. Le marxisme standard est pour les machines. Il pense simplement que le défaut du capitalisme, c'est de nous empêcher de produire des machines assez vite. En gros, les rapports de production capitaliste freineraient le progrès technique. Et ça, c'est pas du tout ce que dit Marx. Et le machinisme, c'est une aliénation de la vie. Alors, avec le machinisme, alors Marx dit quelque part, la science et la technique deviennent des forces productives directes. Alors, voilà, on peut se dire, c'est bien, la science et la technique augmentent la puissance de l'humanité, parce que c'est des forces productives. Mais elles ne deviennent des forces productives que dans la mesure où, en même temps, elles détruisent les deux sources de la richesse que sont la terre et le travail. Ce machinisme effréné détruit la terre. Ses effets dans l'agriculture, par exemple, sont notoires. Et puis détruit le travail puisqu'il élimine les travailleurs du processus de travail. Par exemple, c'est le chômage de masse. Alors, si on essaie maintenant de regarder ça sur le long terme, ce qui s'est passé entre le discours de la méthode de Descartes, pour aller vite, et aujourd'hui, c'est une sorte d'involution de tout le projet scientifique et philosophique qui était émancipateur et qui s'est transformé en autre chose. Descartes, notre maître, un nouveau philosophe français, dit que grâce à la science nouvelle qu'il est en train de créer, qui est la physique, qu'il est allé chercher chez Galilée d'ailleurs, il dit nous allons pouvoir nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, au lieu de lui être soumis, et puis nous allons pouvoir, dit-il, connaissant les actions de tous les éléments naturels, créer des machines qui allégeront grandement la peine de l'homme, et puis surtout, nous allons pouvoir faire des progrès considérables dans la médecine, parce que la santé est le plus grand de tous les biens, nous dit Descartes. Voilà.
Bon, et ben ça, c'était le projet. Alors, c'est un projet grandiose, euh, mais c'est un projet qui va être porté par les philosophes des Lumières, hein. À une notable exception tout de même, il y a un philosophe des Lumières qui porte pas ce projet, il s'appelle Jean-Jacques Rousseau, hein, qui lui commence par dire, vos machines, c'est bien joli, mais en réalité, ça ne fait faire aucun progrès réel à l'humanité. Au contraire, ça l'enfonce dans la corruption, la paresse, etc., etc. C'est le fameux discours sur les sciences et les arts qui vaut d'ailleurs à Rousseau d'être récompensé par l'Académie de Dijon. Alors voilà, ce projet émancipateur est donné par les Lumières, hein, et tous, on peut dire, bon, il y a des pages absolument splendides chez Leibniz, par exemple, sur ce que la science peut faire et sur la nécessité d'unir toutes les forces de tous les scientifiques d'Europe. Et ce qui s'est passé, c'est que ce projet a subi une involution, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous avons maintenant sous les yeux. Alors, cette autre chose, c'est le processus d'accumulation illimitée du capital, avec des choses de plus en plus énormes. Alors, on montre régulièrement ces énormes supercargos, ces énormes paquebots, mais ils sont en eux-mêmes, ils ne sont pas grand-chose, mais ils sont des symboles de cette absence de mesure qui caractérise l'accumulation du capital. C'est un processus sans mesure et sans fin, dit Marx. Euh, Sans mesure. C'est l'hubris. Alors, l'hubris, pas d'ouvrir les informations par les temps qui courent. Nous avons un homme au service du président des États-Unis qui fait une déclaration absolument stupéfiante. Il dit une civilisation qui se respecte ne veut pas se contenter d'une seule planète. Donc voilà, nous allons avoir une deuxième planète, nous dit monsieur Musk, qui a des tas d'autres idées tout aussi ébouriffantes. Voilà. Pas de mesure, et cette hubris s'est emparée d'ailleurs des dirigeants de la planète, là, visiblement. Et il est sans mesure et il ne peut pas se contenter de l'endroit où il est. Capitalisme, c'est pas qu'un système économique, c'est pas qu'un système de production, c'est pas que des usines. C'est un modèle qui s'empare de la vie tout entière. Pourquoi? Parce que ce modèle sur lequel il fonctionne, le modèle de la mécanique, marche, je vais dire, trop bien. D'abord, on a essayé de le faire marcher avec le vivant. Alors, ça, c'est Descartes qui invente la théorie des animaux-machines. Enfin, c'est plus compliqué ce que dit Descartes, mais euh, en gros, il pense que les mêmes méthodes qui conduisent à faire des progrès en physique devraient s'appliquer à la connaissance du vivant. Il dit que les animaux sont comme des machines, il pense que ce sont des machines. Enfin bon, c'est un modèle. Alors, dans un premier temps, ça ne va pas nous mener bien loin, cette histoire. Et puis, avec les triomphes de la biologie moléculaire, on est entièrement dans ce système. Les triomphes également de la médecine et de la chirurgie font que les humains deviennent un ensemble de pièces détachées. Un ensemble de pièces détachées qu'on peut remplacer. On en est d'ailleurs bien content quand on est malade, qu'on nous remplace la pièce détachée, hein. Euh, Bon, mais il y a bien cette conception et l'idée que l'individu fasse une unité est une idée qui se perd en vérité, hein. Euh, Deuxièmement, ce modèle mécanique s'adapte aux sociétés humaines. Qu'est-ce qu'on pense à faire dès le XVIIIe siècle? Quelle est la loi de Newton des sociétés humaines? Question que pose par exemple David Hume. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut concevoir que les sociétés humaines, au fond, ne sont qu'une grande mécanique comme la mécanique céleste? Pourquoi? Avantage, ça permettrait de rendre l'homme prédictible et, comme le proposera Auguste Comte, de cesser de nous embêter avec la politique et de transférer la politique à des ingénieurs sociaux. Euh, et alors, ces sociétés, on est parti sur cette voie. La planification. Alors, c'est pas un truc soviétique, la planification. Les soviétiques l'ont mis en œuvre à la méthode russe, des fois un peu grossière. Mais la planification, elle est née pendant la guerre, en France, en Allemagne, etc., hein. Et depuis, on marche avec des systèmes planifiés. Alors, c'est pas des planifications étatiques comme le feu l'Union soviétique, mais c'est des systèmes extrêmement planifiés. Quand vous avez des entreprises gigantesques, ces entreprises sont elles-mêmes planifiées. Donc, planification, contrôle.
contrôle des individus. Vous avez vu que le Parlement a adopté la prolongation de l'expérience de reconnaissance algorithmique des comportements menaçants, je crois, qui avait été officialisée pour les Jeux Olympiques. Autrement dit, ce qui se profile pour nous, c'est le modèle chinois. Le modèle chinois, on l'avait testé au moment du Covid, et ce modèle chinois, il revient en force là. Ensuite, modèle mécanique, il marche très bien parce qu'on est en train, et on développe de plus en plus, la production artificielle des êtres humains. Production artificielle des êtres humains. Alors, la GPA, la PMA c'est encore du bricolage. Mais par exemple, si on voit ce qui se fait dans un certain nombre de laboratoires un peu partout, notamment en Chine, parce que c'est la Chine, le pays capitaliste le plus avancé à bien des égards aujourd'hui, les Chinois, par exemple, arrivent à faire naître des souris qui naissent de 2 mâles. Bon. En fait, ils sont en train de faire du bricolage qui va permettre d'avoir une fabrication totale et sur mesure des êtres vivants. Alors, ce qu'on fait avec les souris, tout le monde se dit qu'on pourra peut-être le faire avec les humains. C'est-à-dire qu'on est dans le monde prévu par Huxley, hein, c'est le meilleur des mondes, Brave New World. Voilà. Alors, cette production artificielle des êtres humains, elle a un complément, et là je vais revenir à Monsieur Musk, son complément c'est la fusion de l'homme et de la machine. Parce qu'un homme, c'est un être fragile, c'est comme tous les êtres vivants, c'est un très mauvais rendement. On consomme bien plus de calories qu'on en restitue, parce qu'il faut consommer des calories pour se maintenir en vie simplement. Donc c'est une machine, du point de vue capitalistique, qui est absolument mauvaise. Et donc la bonne idée serait de lier l'homme, qui est encore utile pour faire un tas de choses, puis on peut pas en proposer de la destruction pure et simple, de le lier à des machines. Monsieur Musk, il a une société, Neuralink, dont le but est de développer les interfaces homme-machine, c'est-à-dire l'implantation de puces informatiques dans le cerveau humain. Voilà. Alors, évidemment, c'est pour le mieux, hein, comme toujours. Ça me permet de résoudre les problèmes des paraplégiques, etc., etc. Monsieur Musk est un homme gentil, un humaniste, hein, qui pense qu'à notre bien. Et puis, le dernier point, eh bien, c'est cette fameuse intelligence artificielle. Alors, j'ai consacré un petit peu de temps à cette affaire dans mon livre sur pourquoi l'idée de mécaniser l'esprit est une idée absurde, hein, et que mais c'est une idée qui est en train d'envahir toute la scène industrielle et intellectuelle. Alors, je ne crois pas que l'intelligence artificielle puisse surpasser l'homme, hein. Ça me semble faire partie du bluff technologique. Par contre, ce qui est en train de se développer, c'est la transformation des hommes en appendices des machines intelligence artificielle. Il y a d'ailleurs une étude qui a été publiée par Microsoft, qui dit que l'utilisation massive des instruments, des robots conversationnels, hein, les ChatGPT par exemple, abaisse les capacités cognitives, notamment des élèves qui y ont recours. Ça vient de chez Bill Gates, donc c'est du sérieux. Et lui qui produit ces interfaces qui me demandent de résumer mon courrier, hein. Ça m'a l'air assez sérieux, puis ça corrobore des tas de choses qu'on sait déjà. C'est-à-dire que le triomphe de la machine aboutit à un abêtissement de l'espèce humaine. Voilà. Ça me rappelle ma jeunesse, je me souviens, j'ai appartenu à un groupe qui s'appelait les non-bertistes à l'époque, plus personne ne sait ce que c'est, hein. Bon, qui annonçait l'abêtissement et Ah si, l'analphabétisation de l'espèce. Et tout le monde riait de ça, hein. L'analphabétisation de la jeunesse, on trouvait ça rigolo, mais pas du tout, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et les machines d'intelligence artificielle vont servir à ça, à fabriquer des idiots à l'appel. Alors, nous atteignons donc ce qu'on pourrait appeler le stade suprême de la réification, de la transformation de l'homme en chose. La vie est passée des hommes aux choses. C'est très exactement ce que avait analysé et annoncé un excellent philosophe allemand, pas très connu, qui est Günther Anders, avec son obsolescence de l'homme, hein, qui est un livre qu'il faut lire aujourd'hui, parce que la
la dernière partie de l'obsolescence de l'homme a dû être écrite dans les années 1980 à peu près, et la première partie dans les années 50. Hein. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés, obsolescence de l'homme. Et cette obsolescence de l'homme, nous la voyons par exemple au fait que tous les aspects de la vie sont concernés. Et si vous ne voulez pas marcher, on vous y oblige. Il y a un exemple qui est intéressant. Le smartphone est le grand vecteur de la transformation de nos relations sociales. Et le smartphone, c'est ce qui permet d'obliger tout le monde à se connecter. Si vous n'êtes pas branché, no plug, eh bien vous êtes perdu. Parce que tout se passe maintenant par des plateformes Internet. Et si vous n'avez pas un ordinateur chez vous, eh bien, vous avez ce merveilleux outil qui combine l'ordinateur et le téléphone, qui s'appelle le smartphone, et qui permet que vous ne puissiez plus rien faire, par exemple pour les assurances sociales, sans passer par votre plateforme Internet. Plateforme Internet, d'ailleurs, qui comble de malice, vous commence par vous demander si vous êtes un robot ou pas. Et vous devez cliquer pour dire je ne suis pas un robot. Il est assez intéressant que les robots, aujourd'hui, exigent de nous de prouver que nous ne sommes pas des robots. Alors, je crois qu'il faudrait, pour reprendre toutes ces questions, hein, mais le plus important, je crois que c'est qu'il faut démythifier tout ça. Démythifier tout ça parce que les promesses qui nous sont faites sont des promesses fallacieuses. Euh, voilà, quand on entend quelqu'un qui vous dit qu'on va vaincre la mort ou la repousser de quelques centaines d'années, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est une très mauvaise plaisanterie. D'ailleurs, les chiffres prouvent que non seulement on ne vainc pas la mort, mais que l'augmentation de l'espérance de vie ralentit, que l'espérance de vie en bonne santé diminue, et que de toute façon, les plus vieux des hommes actuels ne sont pas plus vieux que les plus vieux des hommes d'il y a 500 ans. Voilà. Et nous ne pouvons pas vaincre la mort. Et puis, la technologie ne vaincra pas le mal de vivre. Par contre, et ça c'est plus embêtant, c'est que ce développement sans mesure, j'insiste bien sans mesure, je ne suis pas contre la technologie, ce développement sans mesure va rendre la planète absolument invivable. S'il faut consacrer des centrales nucléaires entières pour faire tourner des hectares et des hectares, que dis-je, des milliers d'hectares d'immeubles où on va empiler des ordinateurs pour répondre à des interrogations, pour permettre aux élèves de faire leur dissertation sans les faire, aux professeurs de construire leurs cours sans construire de cours, aux étudiants de fabriquer des thèses en un quart d'heure, il y a des publicités. Hein. Ne vous embêtez plus à faire une thèse en un quart d'heure, on vous l'a fait, etc. Si c'est pour construire ce monde-là, c'est non, ça sera une planète dans laquelle il ne fera pas bon vivre du tout, et c'est non pas un progrès de l'humanité, mais c'est la déchéance de l'humanité. Voilà. Euh, c'est Rosa Luxembourg, hein, grande révolutionnaire allemand, qui disait, au fond, l'alternative, c'est socialisme ou barbarie. Voilà. Simplement, la barbarie, c'est pas le retour en arrière vers les barbares anciens qui finalement commencent à avoir l'air très sympathiques, hein, quand on voit les barbares modernes qui sont les barbares technologiques. La barbarie technologique, c'est ça qui nous menace. Voilà. Je vais m'en tenir là, je pense qu'on éclairera tout ça mieux par une discussion. Merci beaucoup, Denis. Donc, la discussion est ouverte. Je vous en prie. Alors, il y a un grand silence méditatif, ce qui est normal, étant donné l'ampleur des sujets évoqués. Est-ce que je commence? Oui, Yves, bien sûr, bonjour. Bonjour, bonjour. Vincent. Merci pour cet exposé passionnant. Mais est-ce que ça n'a pas un côté, enfin, que parfois les gens qualifient de réactionnaire, je veux dire, dans le sens où au fond, cette idée que la technologie allait plonger l'homme enfin, déposséder l'homme et en particulier réduire son intelligence, est-ce que c'est pas un peu déjà le mythe de Prométhée? Mais alors, surtout la version iranienne du mythe de Prométhée, où enfin, le titan méchant ou le titan déviant offre non pas le feu à l'humanité, mais la plume et l'encre. Dans la version iranienne, c'est ça, il offre, c'est pas le feu qui l'amène aux hommes, c'est la plume et l'encre. Et donc, c'est le début des malheurs et de l'homme. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette idée quand même? Et
effectivement, on voit aussi, mais je parle sous votre contrôle, hein, si je me trompe, Platon dit déjà que l'écriture, c'est une externalisation de l'intelligence. Au fond, c'est une externalisation de la mémoire, et donc tendanciellement, ça diminue la mémoire de l'homme. Voilà ma question. Oui, Platon n'avait pas tort, hein. Platon n'avait pas tort. Notre mémoire, alors, tant qu'on avait des livres pour les apprendre, les livres, pour faire des récitations, pour les lire et les relire, on pouvait cultiver la mémoire avec les livres. Là-dessus, Platon avait un peu exagéré. Mais le jour où Google a remplacé les livres, vous n'avez plus besoin de vous souvenir de rien, parce qu'il suffit de googliser ce que vous cherchez. Tout est là. Et ce que vous avez cherché, d'ailleurs, vous ne le retenez pas. Ça vous permet de répondre à une question à un moment donné, mais effectivement, on perd la mémoire. Moi, alors, tout ça doit être pris euh, avec un peu de mesure quand même, mais je ne suis pas certain que nous soyons beaucoup plus intelligents et beaucoup plus instruits qu'il y a 500 ans ou 1000 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que nos ancêtres étaient obligés de résoudre des tas de problèmes compliqués sans avoir toutes sortes d'appendices qu'ils faisaient à leur place. On s'étonne parfois, on dit, vous vous rendez compte, comment ils ont fait pour construire les pyramides? C'est forcément une puissance extraterrestre qui est venue pour construire les pyramides. Bon, les Romains ont construit le Colisée en 10 ans. Vous regardez le Colisée, c'est absolument énorme. Quand on voit le temps qu'il faut aujourd'hui pour faire un pont ou une maison, on se dit, ces Romains, ils sont vraiment fous, quoi. Mais c'est parce qu'ils étaient obligés d'être intelligents, ils n'avaient pas le choix. Nous pouvons nous débarrasser du problème, on a une machine qui fait tout à notre place. Je ne suis pas, encore une fois, contre l'emploi des machines. L'absence de machines nous cassait les os, hein, ça rompt les corps. Euh, les travaux de force, c'est extrêmement dur. Hein. Euh, je, je vois ça de ma campagne. Quand j'étais jeune, on chargeait les ballots de paille à la main avec une fourche. Ben, quand vous avez chargé 1500 ballots de 15 kilos au bout de la fourche toute la journée, le soir, il n'y a pas besoin de vous bercer pour dormir. Aujourd'hui, ils ont des énormes ballots, puis chargent ça avec des magnétos. Ben, ils fatiguent beaucoup moins, et je pense qu'ils ont bien raison de moins se fatiguer. Mais le problème, tout de même, c'est que au fur et à mesure que nous gagnons des choses, nous en perdons d'autres. Il n'y a pas de progrès sans perte. Je crois qu'il faut partir de cette idée-là. Le progrès implique des pertes. Alors après, c'est une question de mesure. Est-ce que ça vaut le coup de perdre quelque chose? Je pense que ça vaut le coup de perdre le fait d'avoir les os rompus parce que on a fait un travail de force épuisant. Enfin, encore que des fois, un travail de force, c'est utile pour nous ramener les pieds sur terre. Mais il y a beaucoup d'autres choses où nous n'avons absolument aucun intérêt à les remplacer. Pourquoi remplacer une thèse par une machine qui fait la thèse à votre place? Pourquoi remplacer la résolution d'un problème de mathématiques par une machine qui le résout à votre place? Ça n'a aucun intérêt, sinon de nous abêtir, nous, de nous rendre plus impuissants, plus dépendants. Alors, non, je sais que je suis un peu réactionnaire, hein, je ne sais pas, en tout cas, je suis conservateur, ça c'est sûr. Euh, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à conserver du passé. Je suis pas d'accord avec les paroles de l'international qui disent du passé faisons table rase. Si on fait table rase du passé, on fera rien. Il faut qu'on garde le passé pour continuer la vie humaine. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein. Oui, Si merci. vous pouvez Ah, répliquer, bien sûr. non, non, merci, mais enfin, sans les machines, n'aurait rien gardé du passé. C'est quand même grâce aux machines que, avant les machines, les hommes détruisaient à peu près tout ce qu'ils faisaient, les monuments romains, etc., dont vous avez parlé pour faire leur maison. Et grâce aux machines, grâce à Internet, on retrouve le passé, on reconstitue. Maintenant, c'est étonnant. On voit en visio comment était la vie voilà, on imagine, on donne des paramètres et on reconstruit sous vos yeux les villes romaines et le quotidien des Romains, etc. Et puis, moi, je trouve quand même que l'humanité garde bien plus de son passé maintenant qu'il y a 5 siècles ou il y a 10 siècles, non? Il me semble, hein. Est-ce que c'est pas la société du spectacle? Parce que auparavant, moi, des Romains, je les ai jamais vus vivre devant moi sur un écran, mais à l'école, j'ai appris à lire Jules César, Cicéron, Virgile, et à traduire le latin. Et là, j'étais bien en plein milieu des Romains.
je les ai fréquentés, j'ai fréquenté Jules César, au fond, il me parlait, Jules César. Mais c'était quelques élites, et maintenant c'est la masse quand même qui apprend l'histoire romaine Non, à la l'école masse n'apprend publique. pas l'histoire romaine, tout le monde s'en fout de l'histoire romaine. Ah On non, va non. Non, non, c'est quand même au programme. Mais euh, oui, si je peux intervenir, il y a, par rapport à ce que dit Yves, il y a aussi une question de génération. Euh, des gens qui ont un certain âge, n'est-ce pas, ont eu une éducation à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont appris par cœur, ils ont fait des devoirs sur table, ils ont, etc., peiné sur des textes classiques. Bien. Euh, Ceux-là peuvent plus facilement appréhender et maîtriser des outils techniques. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons en ce moment même? Nous sommes connectés et nous sommes connectés pour dire plutôt du mal d'un certain nombre d'innovations technologiques. Bien, mais il faut voir aussi que dans les jeunes générations, justement, qui prennent vraiment ces instruments en pleine figure, et notamment les smartphones et tout ce qui va avec, tout ce que ça véhicule, il y a quand même une corrélation entre les troubles psychiques de masse des jeunes générations et l'utilisation sans limite, n'est-ce pas, de ces smartphones. Les jeunes gens aujourd'hui n'utilisent pas ces téléphones comme nous. Nous les utilisons de façon relativement pertinente en général pour téléphoner, pour recevoir des messages. Mais l'usage que les plus jeunes en font, c'est pas du tout ça. Et ils véhiculent des images qu'ils ne comprennent pas ou qui les agressent et des rumeurs, etc., qui les paniquent. Et ça fait vraiment des troubles très, très importants. Donc, méfions-nous de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et de notre acquis culturel, qui est plus ou moins grand, mais qui est quand même euh, relativement important pour ceux qui ont connu l'enseignement classique, quoi. Bon, comme vous, Yves, n'est-ce pas? Et comme moi. Et évidemment, comme Denis. J'aurais une question à Bertrand. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez bien. si, Oui, très je bien. viens de restaurer le son. Alors déjà, merci pour votre exposé, monsieur. Moi, j'ai trouvé ça très instructif, très intéressant. Et je ne trouve pas que vous soyez réactionnaire. Je pense qu'on est contraint d'avoir une réaction épidermique face à toujours plus d'avancées, mais d'avancées qui ne sont pas forcément des progrès, et toujours plus d'aliénation. Alors moi, je voulais revenir un peu sur l'intelligence artificielle parce que je travaille depuis le début d'année au ministère des Armées et c'est vraiment une problématique qui fascine et inquiète à la fois dans ce domaine-là. Avant, au moins, il me semble qu'on avait le sentiment que voilà, les machines étaient visibles, palpables, utilisables et l'intelligence artificielle, il y a vraiment un rapport ultra asymétrique, d'aliénation totale, de soumission. Vous parlez des thèses, mais nous, on a essayé de l'utiliser au ministère. En fait, ça fait vraiment peur. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous pensez qu'une résistance peut s'organiser? Et surtout, est-ce que finalement, la population a globalement, vu que ce sont des enjeux lointains qui peuvent nous échapper, et encore une fois que ce n'est pas visible comme les machines, est-ce qu'on peut attendre vraiment une résistance? Parce que des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a des initiatives locales, qu'il y a certaines maisons d'édition qui écrivent justement qui éditent des livres intéressants sur le sujet. Mais moi, je me pose vraiment la question, est-ce que finalement, ce sujet de l'IA qui est quand même monstrueusement risqué d'un point de vue anthropologique, est-ce qu'en fait, toute la communauté nationale, tout le peuple ne va pas littéralement passer à côté et être submergé sans l'avoir vu venir? Voilà, je sais pas. Oui. Euh, Sur l'intelligence artificielle, il y a un sens du mot intelligence, hein, que connaissent bien les anglo-saxons. L'intelligence, c'est le renseignement. Mhm. Et l'intelligence artificielle intéresse beaucoup de gens parce que c'est d'énormes machines à classer des renseignements. Totalement. Plus vous avez de données, plus cette machine est capable de vous en restituer. Mhm. Et là, le problème va se poser sérieusement parce que, d'abord, au bout d'un certain temps, on ne sait plus exactement la valeur des renseignements qui sont dedans. Mhm.
ces mots qui allaient donner la valeur. Et ça, c'est un renseignement pertinent. Celui-là, c'est la bobard, par exemple. Mais il faut bien que quelqu'un soit là pour trancher en dernier recours. Hein. Et cette machine à faire du renseignement, elle peut servir, je pense bien, au ministère des Armées, ou dans les services, comme on dit, mais elle va servir aussi principalement à contrôler la population. Hein. Euh, Oui. voilà, on va plus s'embêter avec des agents des renseignements généraux que tout le monde connaissait, à qui on Oui. peut serrer la main dans les manifs. Alors, Oui. alors Oui. comment ça, chers collègues, tout Il ça? y a des métiers qui vont être remplaçables et vraiment, Ah ça va ouais, être très dur voilà, de plaider pour l'humain. Moi, ouais, voilà, et je crois que c'est ça le problème de fond, c'est la destruction de l'humanité qui est en cours. L'humanité telle que les vieux humanistes l'avaient pensé. Hein. Les vieux humanistes, ça remonte au moins aux Romains. L'humanisme, c'est une invention de Cicéron, ça. Et puis, tel que la modernité s'est faite sur l'humanisme. Parce que le paradoxe, c'est qu'au fond, toute cette science sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui, elle a été formée par des gens elle a été inventée, développée par des gens qui avaient cette culture classique, cette formation traditionnelle. Mm. Voilà. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on va pas aller vers une sorte de baisse tendancielle du taux d'avancée scientifique, tout simplement parce que on ne disposera plus des bases minimales. Beaucoup de gens n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut être qu'un ordinateur Mm, et mm. de comment ça peut marcher. Oui, et pour l'intelligence artificielle, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'avant d'arriver au ministère des Armées, pour moi, c'était quelque chose de très lointain, Silicon Valley, milliardaire, et en fait, très peu développé. Et j'ai réalisé que, Voilà. en entendant des témoignages, enfin, en fait, c'est extrêmement présent, c'est omniprésent. Et c'est vrai qu'on évoque souvent les problématiques de bioéthique ou culturelles par rapport, à l'identité de l'être humain, mais en fait, l'intelligence artificielle, en étant plongée dedans, je, je me dis où sont les garde-fous, en fait. Il n'y a pas, même d'un point de vue juridique. Oui, tout à Donc fait. voilà. Oui. Là, je pense que c'est... Et puis, c'est une thématique qui vraiment devrait alerter toutes les tendances politiques, hein, clairement. Mm. Tout à fait. Alors, vous m'avez demandé si on peut résister à ça. Hein. Oui, oui. Bon, alors, les mauvais jours, quand on est pessimiste, on se dit tout ce qui est possible sera fait, comme le Mhm. pire est possible, le pire sera fait. Euh, c'est pas impossible, ça. On peut tout de même résister, peut-être, en essayant d'être conscient de ces enjeux. Euh, Mhm. de, En démystifiant un certain nombre de choses. Si vous dites qu'une machine IA, c'est en gros un gros gestionnaire de fichiers qui va chercher des renseignements, déjà ça devient moins, comment, euh, vous êtes moins abasourdi devant la machine. Hein. Voilà. Et puis peut-être qu'on peut résister autrement. Euh, Toutes ces machines, tout ce système ne fonctionne que parce que nous sommes des collaborateurs bénévoles du système. Mhm. Euh, la collecte de renseignements, elle se fait à chaque fois qu'on est connecté sur Internet. Et les sociétés de vente par correspondance, par exemple, utilisent abondamment tout ça. Elles savent ce que vous avez commandé, quand vous l'avez commandé, puis vous avez commandé avec autre chose, et puis autre chose, puis à la fin, elles font un profil, et elles peuvent vous cibler du point de vue du marketing, par exemple. Ça se fait très bien, ils savent y faire. Euh, Amazon avait même eu l'idée de livrer automatiquement les gens avec des drones. Vous avez un drone qui se pose chez vous, il vous amène un livre qu'Amazon vous a choisi parce qu'en réalité, c'est celui qui avait été déduit comme étant susceptible de vous intéresser en fonction de vos 4 ou 5 derniers achats. Voilà. Bon. Mhm. Euh, alors, une des possibilités, c'est peut-être de ne pas trop collaborer avec le système. Je pense, par exemple, euh, on essaie de faire comprendre ça, par exemple, à des collègues enseignants. À chaque fois qu'ils utilisent ChatGPT, ils renforcent ChatGPT. Pourquoi? Parce que ce système ne sait rien. Le système dit des bêtises. Et c'est seulement, j'ai fait une expérience personnelle à ce sujet assez amusante, puisque je ne retrouvais plus une citation dont j'étais sûr que je l'avais faite dans un livre. Et euh, plutôt que de fouiller dans tous mes livres, je le demandais à Internet. Vous voyez, je suis comme tout le monde. Euh, bon, et puis, eh ben, la première réponse qu'il me donne, mon robot conversationnel, c'est un auteur
beaucoup plus récent que le livre que j'avais écrit, et c'était pas moi du tout, et puis je pense que ce n'était pas la citation non plus. Deuxième, même erreur, c'est la troisième chose, comme à chaque fois j'ai dit non, c'est pas ça, il a fini par retrouver le livre dans lequel j'avais écrit ça. Mais en fait, c'est moi qui lui ai donné la bonne indication. Donc, il a enrichi sa connaissance. Si vous lui dites à votre chat GPT, mais c'est pas du tout la réponse que j'attends, non, ça va pas, il enrichit à chaque fois et donc il paraît de plus en plus performant. Voilà. Et donc peut-être qu'on n'est pas obligé, par exemple quand on est professeur, étudiant, etc., de chercher dans le chat GPT. On peut revenir au livre. C'est bien un livre. Voilà. Alors ça, c'est de la petite résistance, j'en suis bien convaincu. Mais la plus grande, c'est qu'il faut commencer à limiter les usages de cette intelligence artificielle. Et on peut le faire de façon assez simple, hein, sans tout casser. Euh, il suffit, par exemple, que on ne soit plus obligé de passer par des interfaces Internet pour tout faire. Ce serait bien. Par exemple, il y a des tas de gens qui ont beaucoup de mal avec ces interfaces Internet, et même des gens qui connaissent bien ont aussi beaucoup de mal. Euh, il faut revenir à des guichets avec des humains. C'est pas compliqué comme truc. C'est une des propositions de Philippe Dewix dans son livre sur la haute tech. Des guichets avec des humains. Vous allez à la préfecture pour changer de carte grise, eh bien, vous avez une personne à qui vous remettez des papiers. S'il en manque un, vous dire, bah, ça manque, ça marche pas très bien. Voilà. Et là, vous avez un dialogue, vous avez quelqu'un qui vous entende. À la sécurité sociale, pour les assurances maladie, c'est le même problème. Il faut avoir des gens en face. Il faut donc proposer une sorte de downsizing, pour parler l'américain, de nos systèmes technologiques. Et je pense que ça, c'est possible. Euh, ça recréerait des emplois, d'ailleurs, il y a des chances. Et puis, ça recréerait des emplois où on rencontre des vrais gens. Parce que quand vous passez une journée à ne parler qu'à des robots, en leur certifiant que vous n'êtes pas un robot, c'est tout à fait épuisant d'abord. Et puis à la longue, ça nous rend fous, hein. Parfois, je me dis, les systèmes informatiques ont été conçus exprès pour nous rendre fous. Et ils vont bien y arriver. Donc, il faut essayer d'imposer une diminution de nos besoins en système informatique. Je ne dis pas de les supprimer, hein. On n'est pas obligé de construire 1200 hectares d'immeubles pour mettre des ordinateurs pour alimenter des robots conversationnels. Par ailleurs, je sais bien qu'il y a des usages qui peuvent être utiles, hein, de l'intelligence artificielle. C'est plus de l'intelligence artificielle, c'est encore autre chose. C'est par exemple tout ce qui est imagerie. On sait que l'imagerie médicale, si vous avez quelques millions d'images stockées, c'est plus facile pour retrouver des points de convergence dans une image que vous avez sous les yeux. Et donc, ça peut favoriser le diagnostic. Voilà. Alors, bon, à mon âge, c'est des choses qui peuvent nous menacer. Donc, le diagnostic des cancers, c'est pas mal comme idée. Mais c'est pas la même chose que d'avoir un petit robot qui vous dit, je vous fais votre mémoire ou je fais votre thèse en un quart d'heure. Voilà. Et alors, on peut aussi faire une chose très simple, c'est alors, pour les universités, on a maintenant des systèmes, ça est de plus en plus compliqué, pour vérifier que les thèses n'ont pas été rédigées par une machine. Et puis, il faut interdire les tablettes à l'école. Voilà. Mhm. Jusqu'au terminal, pas de tablette. Vous venez avec un stylo, du papier et des livres. Après, en dehors, vous faites ce que vous voulez, mais à l'école, pas de tablette. Zone garantie sans tablette. Safe zone, je crois, une zone de sécurité. Ça, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en œuvre, qui ne demandent pas une révolution, mais qu'il faudrait qu'on impose, notamment parce que, comme l'a rappelé Bertrand, hein, c'est la santé mentale des enfants qui souvent en cause. Le rapport avec le monde dit virtuel, ça vous fait perdre tout sens du réel, hein. C'est-à-dire, c'est la schizophrénie typique, ça. Oui, c'est à l'appui de ce que tu dis, Denis. J'étais à la Sorbonne il y a peu de temps avec des professeurs d'histoire et ils parlaient très sérieusement de recommencer les vieilles méthodes, c'est-à-dire devoir sur table et exposer sans note. Parce qu'ils ils se voient complètement débordés par les techniques de confection des exposés, des devoirs, etc., par les machines. Et un autre professeur, un professeur de droit, me disait que lui-même avait posé une question à une machine sur un commentaire d'arrêt, que la réponse de la machine était meilleure que celle qu'il aurait faite.
Donc, il y a quand même une prise de conscience qui se fait pour limiter ce genre de choses. Il y a une autre réflexion euh, par rapport d'ailleurs à l'actualité la plus immédiate. Euh, on peut imaginer le nombre considérable d'ordinateurs, de fonctionnaires, etc., qui calculent les budgets. Or, on voit bien que quant aux retraites, on ne sait toujours pas où on en est. On attend pour demain le rapport de la Cour des comptes. Bayrou a dit, je ne sais plus quoi, 55 milliards. Le comité, le corps des retraites a dit 6. Et alors, on lit dans les journaux, ben, la Cour des comptes va dire 10 pour pas trop déplaire à Bayrou. Donc, bon, on est là dans un monde tout à fait étrange parce que toute la technologie, tous les contrôles de gestion, tous les tableurs, tous les machins, c'est que aboutit à ce que finalement, on va choisir un chiffre politique euh, pour pas embêter le Premier ministre. Mais ça, Bernard Maris l'avait dit il Oui, y a très très longtemps dans un livre, le seul livre d'économie qui m'ait fait rire aux larmes, c'est de lui. Et il disait, bon, tout le monde parle du PIB, mais à 10% près, on ne sait pas du tout où on en est. Les statistiques, c'est comme ça. Moi, j'ai vu un ministre qui a rangé les statistiques du chômage, on lui a porté le papier. Il a dit, bon, non, on va plutôt dire comme ça. Bon, eh ben oui, on met 3 virgules de plus. Bon. Et donc, il y a aussi un paradoxe, c'est que dans ce monde complètement technologique, finalement, on aboutit à ne pas savoir, à ne rien prédire. Regardez ce qui se passe avec Trump, les négociations avec la Russie. Bon, tous les experts occidentaux, entre guillemets, se sont complètement trompés. Toutes les analyses, tous les schémas, tous les scénarios. Non, il y a un type qui dit non, il y en a marre, on va s'occuper des Chinois. Et tout est bousculé, et complètement bousculé. Donc, y compris les calculs économiques, y compris qu'est-ce qu'on va faire avec les Ukrainiens dans l'Union européenne, etc., etc. Donc, il y a aussi une incertitude qui est sans doute égale à l'incertitude que les gens avaient au 18e, au 19e, même au 20e siècle. absolument. Je ne sais plus qui disait, il y a trois sortes de mensonges, les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Oui, Churchill Et, disait les statistiques auxquelles je crois, c'est celles que j'ai écrites, que j'ai inventées. Bon, donc oui, tout ça est vrai. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que quand on lit ton livre, on s'aperçoit que tous ceux qui théorisent sur l'intelligence artificielle sont incapables de dire ce que c'est que l'intelligence ouais. humaine. Toi, tu as dit Oui. très bien, c'est le sens anglais, renseignement, mais au sens français, on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il y a des gens intelligents, mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et tu parles également des neurosciences. Euh, on ne sait pas ce que c'est que l'esprit. On ne sait pas très bien ce que c'est que la vie, comment tout ça. On ne sait pas comment c'est apparu, on ne sait pas comment ça s'est développé. On a des théories, mais voilà. Donc on parle et on construit en fait un monde sur des ignorances. Oui. Et enfin, c'est parce qu'au fond, c'est le triomphe du positivisme scientifique, hein, ça. On croit que seul vaut ce qui peut être objectivé dans une expérience scientifique. Mais le problème, c'est que, par exemple, la vie, c'est inobjectivable. La vie, personne ne sait ce que c'est parce qu'on ne veut pas. Enfin, tout le monde sait ce que c'est parce que moi, je sais que je suis vivant. Toi aussi, Bertrand, nous savons tous ce que c'est que la vie. Oui, oui, oui. Et en même temps, on est incapable de le dire parce que on ne peut pas en faire un objet d'expérience. On peut avoir comme objet d'expérience des êtres vivants. Au fur et à mesure qu'ils sont des objets d'expérience, ils perdent toutes les qualités qui en font des êtres vivants. Par exemple, leur imprédictibilité radicale. Que les animaux ne soient pas des machines, il suffit d'avoir des animaux pour voir que ce pas des machines. Ils en font qu'à leur tête, les animaux. Comme nous, d'ailleurs. Euh, et ça rentre pas dans le modèle. De même, bon,
dans l'ensemble de ce qu'on a écrit en matière de sciences sociales. Voilà. Sciences sociales, il faudra arrêter, c'est pas des sciences. C'est un certain nombre de discours qui peuvent être intéressants, qui peuvent l'être moins, qui peuvent être éclairants ou qui peuvent être de la pure propagande, mais on n'a aucune certitude, aucune vérité. Hein. J'ai parlé de Bernard Maris, en matière d'économie, il était assez drôle en général, c'est que l'économiste, c'est quelqu'un qui peut très bien vous expliquer aujourd'hui pourquoi il s'est trompé hier. Bon, c'est à peu près le seul savoir des économistes. Bon. Et là, au fur et à mesure qu'on développe nos moyens techniques, on n'en sait pas plus. Effectivement, j'ai un peu parlé des neurosciences, parce que c'est un problème qui me chiffonne quand même. Quand j'entends quelqu'un qui dit on a trouvé la localisation de la conscience, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la conscience. Si la conscience, c'est le rapport du sujet à l'objet, comme on le définit classiquement en philosophie, ben, c'est par définition inlocalisable. Elle est un entre-deux, elle est entre deux choses, elle est un rapport, et ça, je ne peux pas en faire un objet. Il a localisé le rapport quelque part dans le cerveau. Je trouve ça très fort. Hein. C'est-à-dire qu'une bonne partie des savoirs qui se diffusent aujourd'hui sont du pur baratin, c'est pas des savoirs, c'est des pseudo-savoirs. Et des gens prétendent savoir, alors qu'ils n'ont pas fait aucun progrès allez, depuis Platon hein, sur ce sujet, en gros. Qu'est-ce qu'on sait de plus de l'esprit humain depuis Platon? On a exploré des pistes, mais on ne sait pas grand-chose de plus, en vérité. Et une machine n'est pas un esprit. Enfin, alors, c'est aussi un dernier point qui est assez rigolo, c'est que les super matérialistes qui considèrent que il y a une explication mécanique de l'esprit, ou matérielle de l'esprit, euh, arrivent à imaginer qu'il pourrait y avoir de l'intelligence dans une machine, c'est-à-dire indépendamment d'un corps. Notre intelligence à nous, humains, elle est liée au fait que nous avons un corps, que nous voyons, sentons, entendons, que parfois on a mal à l'estomac, ou mal à la tête, ou qu'on éprouve du plaisir, etc. Tout ce qui fait qu'on est des êtres vivants. Voilà. Et aucune machine n'a ça. Comment une machine pourrait-elle être intelligente puisqu'elle ne sent même rien? Mon chien, c'est bien plus que n'importe quel de leurs superordinateurs. Voilà, je crois que euh, alors on est dans un monde du bluff. Hein. Quand Ellul parle du grand bluff technologique, je crois il a parfaitement raison. Et puis un monde où on entretient euh, le faire semblant, la triche. Pour une fois, rédiger votre thèse en un quart d'heure, ça veut dire que la triche est la norme. Voilà. Après, on peut dénoncer les vérités alternatives, etc. Non, c'est entretenu de bout en bout, ça. J'aurais peut-être un point. Vous allez m'obliger à défendre l'IA. C'est honteux, Denis. Euh, Mais allez, je vais faire l'informaticien parce qu'il en faut un. Euh, Il y a quand même un point où je pense que je vais vous rejoindre sur au moins une partie. Vous dites qu'effectivement, à force, les machines, à force de se parler contre elles, finiront par mettre l'humain de côté, en faire une chose connexe à l'interaction entre les machines. On se rend compte maintenant, les différents modèles de ChatGPT, pour prendre le cas le plus connu, mais il y en a eu plein, Mistral AI a fait pareil, où en fait, quand les machines ne se parlent qu'entre elles, elles deviennent elles-mêmes, elles s'abêtissent elles-mêmes. C'est-à-dire que en fait, elles ne s'échangeaient qu'entre elles des données, les données finissent par se corrompre, ce qui est un fait propre à l'informatique. Hein. C'est pas, ça a été très bien démontré par les tout premiers informaticiens dignes de ce nom, Turing et autres, qui, de toute façon, à la fin, la donnée finit par se corrompre. Donc, si l'IA, bien qu'effectivement le terme intelligence ne soit pas le bon, si l'IA ne fait qu'à se parler entre elles, elle ne finira que par se corrompre. Donc, de toute façon, l'humain en finira par redevenir le centre et heureusement d'ailleurs, le centre, le centre de son monde, de son propre monde. J'ai une question, c'est sur la morale, puisqu'une machine, par définition, n'a pas de morale. Une machine, c'est binaire, hein, ça ne fonctionne que de manière binaire. Euh, Ce n'est que de l'algorithmie. D'ailleurs, vous en parlez en expliquant que tout a commencé par des simples opérateurs. Et effectivement, c'est encore la base de l'informatique maintenant. Euh, Est-ce que justement la séparation entre l'homme et l'IA, ou la robotique dans sa globalité, ne restera pas la morale,
puisque de toute façon, la morale est quelque chose de, c'est quelque chose de social on a besoin d'une conscience pour pouvoir émettre une morale. Est-ce que justement, ça ne sera pas cette séparation ultime qui maintiendra l'homme séparé de la machine? Et Musk peut essayer de retourner le truc dans tous les sens, il n'y arrivera pas. Il n'y a pas de. Ouais, la morale, je crois que la morale, je pense que c'est plus simple que ça. Euh, Cet après-midi, il faisait très doux. C'était pas encore le printemps, mais presque la première journée de printemps, celle dont Jean Kelevich dit qu'il faut surtout pas la rater. Et rien que ça, on sort, il fait doux et on est heureux. C'est pas compliqué, hein. Et ça n'est pas possible d'être modélisé d'un point de vue informatique. Parce que précisément, ça renvoie à l'immédiateté de la vie, qui est la chose la plus importante, hein. Euh, pour paraître tiens, encore un peu réactionnaire, moi je pense qu'il y a un caractère sacré de la vie. Alors on peut mettre des tas de choses derrière, hein. Mais moi je pense qu'il y a un caractère sacré de la vie, c'est ça la question. Et qu'en fait, ce qui a été la ligne directrice de la modernité, c'est progressivement l'oubli de la vie. L'oubli de la vie. Voilà, bon. Euh, alors effectivement, la morale là-dedans, eh ben, elle joue son rôle, parce que la morale, elle est une dimension essentielle de notre vie. Il n'y a pas d'autre morale que celle des êtres vivants. Tout simplement parce que les êtres vivants, ils sont pas algorithmiques. Les êtres vivants sont obligés de faire des choix, de dire est-ce que je fais ça ou est-ce que je le fais pas. Et puis je l'ai fait et c'est pas bien, je me sens pas bien. Parce que je l'ai fait et que je ne devais pas le faire. Et ça, c'est la vie qui est derrière tout ça. Alors, voilà, euh, Musk ou les autres, ils, ils peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, mais ça ne changera rien. C'est ce caractère fondamental de la vie, d'ailleurs. Musk, il est comme tout le monde, hein, il mourra un jour. Il a beau faire, hein. Il aura beau avoir branché je ne sais combien d'appareils de survie d'informatique que ces sociétés ont conçus, il finira par mourir. Voilà. Et ça, c'est la vie. On va finir par mourir. Ah, Oui, après, pour, pour oui, moi, Quentin. un des soucis sur ce problème, on en revient à un problème un peu capitaliste de base, hein, mais c'est que il y a quand même des gens qui, de manière privée ou privatisée, font ces investissements. Et ça, on va dire démocratiquement, ou même du point de vue des individus, on est complètement impuissant. Il y a les mécanismes de concurrence, etc. Ce qui fait que ce phénomène, qu'on le veuille ou non, il sera amené à se développer de manière intense pendant un moment, alors peut-être jusqu'à l'éclatement d'une bulle, hein, mais pendant un bon moment. Après, même si la question, par exemple, du calcul, moi, ça me fait penser au débat sur le calcul économique, en fait, avec Mises, Otto Neurath, l'Union soviétique, où finalement, à la fin, ce qu'on sait, c'est qu'on ne connaît pas le futur et qu'il faut utiliser une décision politique pour orienter le futur plutôt que du simple calcul. Mais enfin voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je trouvais qu'il y avait en fait dans le discours une question pour moi un peu philosophique qui est le débat, on va dire, formel-informel entre, pour moi, la machine, en fait, c'est la continuité du processus de calcul, formalisation, écrit, et enfin voilà, vous voyez, dans cette continuité par rapport à ça. Voilà. Et avec ce qui en découle, c'est-à-dire ce que vous avez dit, hein, le réductionnisme, quoi. On réduit un tout à ses parties, à l'interaction de ses parties. Voilà. Voilà. Oui, oui. Ben, le réductionnisme, c'est la base de la science moderne, hein. Voilà, c'est tout. Euh, Toutes les sciences depuis le XVIIe siècle sont fondées sur l'idée de réduire le complexe au simple et à reconstruire le complexe comme une combinaison d'éléments simples. On a démonté le Lego puis on reconstruit du Lego. Alors, c'est pratique ça, hein. Ça peut être utile. Par exemple, quand j'ai besoin d'une carte routière, je réduis la complexité du paysage à quelque chose de simple, de pratique que je peux même mettre dans ma poche et puis qui va me permettre de me retrouver. Mais cette carte routière n'est pas le paysage réel dans lequel je vais me promener. Et bien de la même façon, la science, c'est la carte routière dans le réel. Et le réductionnisme consiste à considérer que la carte, c'est le territoire.
et que la représentation schématique, c'est le réel. Et je crois que c'est là qu'est la grande erreur euh, du scientisme moderne. Voilà. Et effectivement, cette histoire de réductionnisme dans le domaine de l'intelligence, l'inventeur, c'est Leibniz. Hein. Leibniz, c'est l'inventeur de l'intelligence artificielle, le vrai, hein, pour Turing. C'est Leibniz qui se dit, les mathématiques, ça marche bien, on a des signes non équivoques, on a des règles d'opération, de combinaison, d'utilisation de ces signes, on obtient des résultats. Là, il avait construit une machine à calculer. Et Leibniz, qui est mort en 1715, si je me souviens bien, ou 16, dit, bah, si on avait un langage pour tous les autres domaines, la morale, le droit, etc., qui soit aussi précis, aussi rigoureux, et avec des opérateurs comme en mathématiques, mais tous les débats de la pensée pourraient être tranchés par un seul mot, calculons. Voilà. Donc c'est lui l'inventeur. Ils doivent tous lui payer des royalties hein, maintenant. Donc l'intelligence artificielle, c'est Leibniz. Le problème, c'est que c'est pas ça l'intelligence. Hein. Leibniz, alors lui, il inscrit ça dans une vision complètement mystique, hein, parce que derrière, il y a le supercalculateur, c'est Dieu lui-même, hein, chez Leibniz, qui a calculé le monde dans les moindres détails, de telle sorte qu'on ait le meilleur des mondes possibles. Et nous-mêmes, nous avons été calculés de telle sorte que nos monades rencontrent les autres monades. C'est-à-dire que quand moi je rencontre mon voisin, en fait, j'étais calculé pour avoir l'idée de mon voisin, et mon voisin a été calculé en même temps pour avoir l'idée de moi. Bon, alors moi j'adore Leibniz, je trouve ça un personnage absolument fascinant. Mais c'est ça l'intelligence artificielle, c'est Leibniz. Bon, euh, et ça nous mène absolument nulle part. Hein. Il faut en être convaincu. Hein. Voilà. Mais pour Oui, moi, si vous voulez, il y a quand même quelque chose du fait. Enfin, aujourd'hui, je travaille dans l'administration et je vois bien entre, si vous voulez, cette histoire de procédure. J'ai l'impression que l'IA, c'est vraiment quelque chose de vieux, en sens où, pour moi, Voilà. quelqu'un qui fait une technique comptable, en fait, il est déjà prisonnier de sa technique comptable. Et moi, ce qui me frappe, c'est parce que notamment, j'utilise des outils info que je dois présenter à d'autres personnes. Et c'est comment des fois, je les dépossède de leur travail, comme vous dites, parce que j'ai l'outil que la direction a fait et que c'est eux qui vont, comment dire, les gens qui travaillaient déjà bien, bah, en fait, je leur pique, je leur Ouais. vole leur manière de faire leur travail, en fait. Ouais. La procéduralisation de tout. J'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années sur le sujet, euh, qui partait justement de cette idée que dans tous les domaines, et notamment dans les domaines de la recherche, dans tous les domaines de la pensée, on remplaçait la réflexion par des procédures. Et ça vient de très loin à partir du moment où vous renoncez à dire ce qu'est une chose, mais vous donnez simplement le procédé pour la construire, eh bien, vous êtes rentré dans une pensée qui est purement opérationnelle. Et cette pensée purement opérationnelle, elle vide le monde de toute profondeur. C'est ce que l'un de mes philosophes préférés, Marcuse, avait appelé la pensée unidimensionnelle. Unidimensionnelle, on sait comment ça se fait, mais ce que c'est même plus une question qu'on doit se poser. Et je crois que cette notion de procédure, elle a envahi progressivement le monde du travail. Hein. Vous avez des gens au téléphone, vous savez qu'ils lisent une liste. Hein. Ils font la procédure. Ils vous redemandent tous la même chose. Enfin, au bout d'un moment, j'en ai assez de donner mon nom, mon adresse postale, mon adresse mail, etc. Parce que c'est obligatoire. Ils passent la procédure tac, 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 dans l'ordre. Et tout se fait comme ça. Et ça fabriquera pas de la créativité. Hein. J'en suis à peu près persuadé. Alors, c'est un programme d'ordinateur, c'est comme ça. Hein. Un programme d'ordinateur, ligne 1, je commence, dernière ligne, fini. Et entre-temps, j'ai fait des boucles, des branchements, etc., etc. Mais c'est que ça, un programme d'ordinateur. Bon. Et au fond, de ce que je dis, l'intelligence artificielle, c'est pas le fait que les machines vont penser comme des hommes, c'est que les hommes vont penser comme des machines. C'est ça qui est en train de se mettre en place. est-ce que l'Union européenne n'est pas un système complètement procédural? Ah oui, absolument, c'est le record dans le domaine. Et
c'est un système qui s'auto-entretient parce qu'il faut, plus on produit de procédures, plus il faut des procédures pour corriger les procédures, et on empile des tonnes de papier, et puis ça permet, bon, si on veut défendre l'emploi, il y a de l'emploi là-bas. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. C'est un emploi parasitaire en Ah, général, ou bureaucratique parasitaire. Oui, Guillaume. Le, il y a quand même un point où la modélisation a quand même du bon. C'est tout ce qui a été justement les modélisations du monde physique. Je pense typiquement aux sciences. Pour le coup, je veux dire les sciences dures pour éviter le. pour, pour- pour rompre avec les sciences sociales. Quand on prend les sciences du climat, alors effectivement, c'est de la prédiction par définition, puisque le climat évolue, mais on arrive, par exemple, je lisais quelque chose sur la MOC, qui est on s'appelle un courant océanique nord-atlantique. Grâce justement aux différentes données qui ont été agrégées depuis des décennies et la capacité des modes de calcul informatisés, on a pu prédire la MOC sur les 10 dernières années, et effectivement, c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a quand même pu permettre, et on le voit par exemple avec le GIEC et les rapports sur l'état du monde, je parle du monde physique, hein, on arrive à anticiper au moins en partie ce qui se passe, et sur les 15 dernières années, globalement, les données qui avaient été agrégées et sorties par ces modèles sont les bonnes. Donc, le fait de prédire n'est pas foncièrement quelque chose de mauvais. Je suis... Et c'est là-dessus où non, j'ai un léger désaccord avec votre point. mais c'est pas ce que je dis, c'est pas mauvais de prédire. Vaut mieux savoir prédire s'il va pleuvoir avant de sortir quand même. C'est préférable pour la vie, c'est utile de prédire. Ce qui est en cause, c'est que pour l'essentiel, la vie est imprévisible. Voilà. Euh, Même nos théories les plus sophistiquées rendaient impossible la prédiction que, après l'extinction des dinosaures, quelques petits mammifères allaient survivre et allaient finir par donner, processus extrêmement compliqué, euh, ce prédateur maximum qu'est l'homme. Voilà, on est arrivé là par hasard. Par hasard, c'était imprévisible. Et même l'homme aurait pu s'éteindre, je ne sais pas combien de fois. On a un coup de chance extraordinaire. Nos modèles ne nous permettent pas de savoir grand-chose. Par exemple, il y a un débat pour savoir s'il y a de la vie en dehors de la Terre. Alors voilà, le mathématicien de base dit statistiquement, il doit y en avoir. Et quand on réfléchit un petit peu, on se dit statistiquement, il y a bonne chance qu'il n'y en ait pas du tout, qu'on soit les seuls. Voilà. Parce qu'il y a tellement de facteurs que si vous ajoutez les facteurs qui permettent l'apparition de l'Homo sapiens, à chaque fois, vous avez une probabilité exponentielle. Hein. Donc, à un moment Oui, donné, il y oui, avait une chance sur l'infini que l'homme apparaisse. Voilà, il est oui, apparu. c'est le Ce qui est paradoxe plus de probable, Fermi, de toute façon. c'est qu'il n'y ait nulle part de vie aussi développée. Il y a peut-être des bactéries, mais c'est tout. Hein. Oui, mais de toute façon, c'est le paradoxe de Fermi qui dit qu'effectivement, si vie externe il y a, elle doit être tellement différente de la nôtre que de toute façon, on ne considérerait pas ça, selon notre point de vue, comme de la vie. Et l'inverse, d'ailleurs, serait tout aussi vrai, c'est-à-dire que le Oui. truc en face qui, ne considérerait pas comme vivant de son point de vue. Donc, de toute façon, la vie est quelque chose de purement subjectif. Euh, Mais non, je trouve qu'il y a, le... dans la science telle qu'elle s'est développée, il y a une volonté de puissance, c'est folle, quoi. Euh, les gars, ils se prennent pour Dieu. Eh ben non. Alors, soit Dieu n'existe pas, première hypothèse, soit il existe et c'est pas eux. Mais dans tous les cas de figure, ils ont tort de se prendre pour Dieu. Euh, Mais vous n'avez pas envie, vous, qu'on explore d'autres planètes? D'abord, je veux dire pourquoi faire explorer d'autres planètes. Moi, j'ai quelques pays que j'aimerais encore bien voir avant d'être mort. Euh, et après, ce sera bien. Vous avez envie d'aller sur Mars, en vacances sur Mars, ça n'a pas l'air très affriolant. Moi, je préfère retourner à Venise, hein, une fois de plus. Voilà. Ça m'a l'air plus intéressant, Venise, que Mars. Oui, mais Euh, même Venise, on y va en machine. oui, On va oui, pas. mais Jean-Jacques Rousseau y allait à pied. Hein, donc, voilà. Un jour, on fera comme lui. Non, c'est bien, c'est possible. Euh,
avec des Laotech, des technologies d'avant-hier. Il n'y a pas besoin de Musk pour aller à Venise, voilà. Ou aller ailleurs, il y a tant d'autres endroits à voir, je dis Venise. Euh, pour changer, je veux dire Rome ou Florence, mais bon, voilà. Ça m'amène toujours un peu par là. Mais voilà, mais aller sur Mars, ça a sûrement un intérêt scientifique, pour avoir une idée de à quoi ressemble Mars. Mais au fond, on y est totalement indifférent à ce qui se passe sur la planète Mars. Alors que quand vous allez dans un endroit où il y a des humains, vous rencontrez de la pensée humaine. Vous allez, vous regardez, je sais pas, un tableau, vous regardez le dîner chez Lévy au musée de l'Académie à Venise. Voilà, là, il y a de la pensée, il y a de la vie. Ce tableau lui-même est plein de vie. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans les voyages, c'est de rencontrer de la pensée, de la vie, des gens, des bêtes, des fleurs, tout ça. Il n'y a rien de tout ça hein, sur Mars. Donc moi, je trouve ça, moi, c'est un voyage qui m'intéresse pas du tout, hein, d'aller sur Mars. Puis j'ai pas envie d'aller faire le clown en rotation autour de la Terre. Déjà, je déteste monter dans les avions, alors vous imaginez, monter dans une fusée à Musk, non. Non, fondamentalement, moi, je crois qu'il faut, alors, on va essayer de pas être trop extrémiste, hein, parce que j'ai encore avoir l'air d'un réactionnaire, mais il faut retrouver ce que les Grecs appelaient le sens de la mesure. La mesure, ça ne veut pas dire qu'on se prive de tout, mais ça veut dire qu'on ne cherche pas frénétiquement tout ce qui est possible. Voilà. Et qu'on essaie de trouver un équilibre vivable. La mesure métrone, ça c'est l'alpha et l'oméga de la morale grecque. Hein. Et la Oui, métrone, c'est l'alpha et l'oméga de la morale grecque, c'était aussi d'avoir des esclaves, c'était aussi, non, ça voilà. c'était pas leur morale, ça c'était un événement contingent par rapport à leur situation. Alors on parle de Marx, c'est quand même la machine qui permet enfin il me semble quand même chez Marx d'avoir une perspective de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, et en tout cas pour commencer de l'esclavage déjà, parce Non, que c'est au pas ça fond, qu'il dit Marx. Hein. Je suis ouais, désolé, c'est pas ça. moi, j'ai l'impression qu'il dit ça. Alors c'est peut-être déformé par un contexte, la Là, façon il dit pas ça. dont j'ai lu, je ne sais pas, mais je ne sais pas exactement, mais il me semble quand même Non, ça, c'est les que marxistes qui disent ça. On va voir les oui, machines automatiques. l'explication, Pour nous libérer du l'explication, travail, on aura des machines automatiques. Marx dit pas ça. Il dit qu'il faut qu'on agisse dans nos rapports avec la nature avec le plus d'économie possible. Hein, parce que son grand truc, c'est le métabolisme de l'homme et de la nature. Donc l'équilibre à trouver. Et il dit il faut dépenser le moins d'énergie de façon à avoir du temps pour être créatif, voilà, pour lire, méditer Shakespeare, ce qu'il aimait beaucoup, jouer de la musique, si on arrive à jouer de la musique, ce qui n'est pas mon cas, etc., etc. Voilà. Mais Marx ne mais propose pas. qu'est-ce qui explique l'aveuglement moral d'un Grec ou d'un Romain par rapport à l'esclavage, ou plus tard de l'agriculteur sudiste américain ou du propriétaire foncier des Antilles? Qu'est-ce qui explique son aveuglement moral si ce n'est justement qu'il n'a pas d'option autre que l'esclave pour mettre en valeur son domaine, pour mettre en valeur sa ville, pour mettre en valeur, etc. C'est ça aussi quand même que dit Marx, il me semble. C'est qu'au Non, faux, il dit pas ça. Ça, Engels dit ça, mais pas Marx. Hein. c'est la nécessité qui encadre la morale. Oui, Engels, d'accord. Bon, Pas Marx. c'est aussi une référence. Non, Marx ne dit pas ça. Surtout le Marx de 1867 à 1883. Celui-là, il dit autre chose. Hein. Il s'intéresse à toutes les sociétés archaïques qu'il trouve diablement intéressantes. Parce qu'effectivement, le grand malheur, c'est pas qu'on manquait de machines. Le grand malheur, c'est ce qu'a dit Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'on a inventé la propriété privée. Car le premier qui enclos un terrain et dit ceci est à moi, et trouva des gens assez sourds pour le croire, est le véritable inventeur de la société civile. C'est là qu'est notre grand malheur. C'est l'envie de posséder, de dire ça c'est à moi. Et avec ce qui est à moi, il faut que je trouve des gens pour devenir mes esclaves. Bon, alors après, est-ce que les Grecs étaient aveugles à l'esclavage? Ben, je suis pas d'accord. Les évangiles, c'est écrit en quelle langue, à mon avis, c'est écrit en grec. Hein. Et l'enseignement de l'évangile, c'est qu'il n'y a plus ni maître ni esclave. Donc, ils n'étaient pas aveugles. Les stoïciens grecs considéraient que tous les hommes sont égaux. Considéraient que même les hommes et les bêtes étaient égaux. Tant qu'à faire. Bon, et il y a même des stoïciens grecs qui sont partis soutenir Manu Militari, une révolte d'esclaves. Donc dire qu'ils étaient aveugles à ça me semble
une vue partielle des choses. Voilà. De la même façon, les Romains n'étaient pas aveugles à l'esclavage. C'est pour ça qu'ils sont largement devenus chrétiens. Mais oui, parce que les esclaves, d'abord, trouvaient que c'était une bonne religion pour eux. Et puis les gens qui se posaient des questions, mais sont devenus chrétiens. Alors après, le christianisme a fait ce qu'il a voulu, l'Église a évolué, etc. Ça, on sait bien. Mais le point de départ, c'est pas un aveuglement à l'esclavage, c'est au contraire une prise de conscience. Et qui me semble, est à l'origine de ce qu'on a été depuis. Hein. Pourquoi en 1700 et quelques, un nommé Condorcet crée une société des Amis des Noirs? Parce que à l'époque, eh ben voilà, les derniers héritiers de cette civilisation gréco-romaine chrétienne se disent oui, c'est quand même vraiment inacceptable qu'il y ait des esclaves. Ils se posent pas la question est-ce qu'on va les remplacer par des machines ou pas, hein. Condorcet ne propose pas de remplacer les esclaves par une machine automatique. Il propose de les traiter comme des humains comme les autres. Hein. Alors, je connais bien la doctrine du marxisme orthodoxe, hein, c'est les machines vont remplacer les hommes, la libération du travail, c'est la libération des travailleurs qui vont rentrer chez eux. Et puis on se tourner les pouces et regarder les machines travailler leur place. Ben non, on a besoin de travailler en plus. Moi, je crois qu'on a besoin de travailler. Moi, je fais des retraites, et ben, je fais du jardin, voilà, par exemple. J'ai besoin de travailler et d'avoir quelque chose que je fais avec mes mains. Et puis, tous les gens que je connais en retraite, ils ont des tas d'occupations comme ça, ils ont besoin de travailler. Parce que le travail est un besoin humain et pas simplement une calamité. Ça peut être une calamité, hein, mais c'est aussi un besoin humain. Prier et travailler, disait Saint Benoît. Eh bien, Denis, on va se quitter sur ce mot, alors, qu'en penses-tu? Oui, raré, toraré, bon. Mais oui, ouais, pour ne pas se quitter complètement sur ce mot, et pour rester dans le domaine de la morale, ce qui est frappant aussi, c'est que à côté de la démesure dont tu parlais, de la démesure technologique, financière, etc., il y a une réaction qui se fait dans une réaction morale, en fait, dans un culte de la vertu qui est poussé à l'extrême. Bon, certains écologistes, on ne mange plus de viande, on ne prend plus le bateau, on ne prend plus l'avion, etc., etc. Et on se restreint complètement, sans que d'ailleurs ça produise d'effet sur la société. Ouais. D'ailleurs, si les écologistes connaissaient la nature, ils diraient pas ces bêtises-là. Hein. Par exemple, si on a plus de bêtes pour l'agriculture, eh bien, on n'aura plus de fumier, on sera obligé de mettre des engrais. Et les écologistes, pour manger leur tofu, il leur faudra des engrais chimiques, des pesticides, etc. Moi, je vis à côté d'une ferme où ils font de l'agriculture bio. Mais pour faire de l'agriculture bio, ils ont 160 vaches à côté. Ben voilà. Et justement, il faut trouver un équilibre. Alors, la vertu, les fanatiques de la vertu, eux, sont pas dans l'équilibre, ils sont dans autre chose. Alors, on a aussi de, une espèce de retour de bâton aussi, parce qu'on est allé tellement loin dans un sens, tout est permis, interdit d'interdire, etc., etc., bah, qu'aujourd'hui, pour se punir d'être allé si loin dans ce sens-là, on fait le contraire. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'avant, pour donner un bon résumé, hein, en 68, les jeunes voulaient le sexe sans être obligés d'avoir des enfants. Maintenant, on veut des enfants sans sexe. Et ça, c'est du moralisme poussé à son extrême, je crois. Mhm. Voilà. Oui. Effectivement, ces retours de flamme de la vertu. Voilà. C'est aussi, hein, c'est une mode chez les gens qui ont un peu de moyens, ça aussi. Les gens qui ne mangent plus que délicatement des pousses de soja et qui veulent plus manger de viande se contrefigent de la planète dans ce qu'ils font par ailleurs. Voilà. C'est vrai. Bien, chers amis, on va remercier Merci, très vivement Denis pour toutes Merci ces beaucoup. explications. merci On beaucoup. espère Ben, merci le à vous. revoir pour son prochain livre, Merci beaucoup. bien Oui. sûr. À très bientôt, Denis. Eh Merci ben, à la encore. prochaine alors. Oui.